dans un monde qui change beaucoup. D'ailleurs, je me plais à rappeler à tout le monde qu'il y a 3 ans, quand vous étiez dans un restaurant, les téléphones se mettent partout. Tout le monde parlait au téléphone. Voilà. Maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que les gens ont appris à communiquer autrement. Par du chat, par du message texte. C'est une vraie incidence sur nos métiers, puisqu'on est passé d'un 80% de décroché à 17, qui tend plus vers un 15 maintenant. C'est-à-dire qu'avant, sur 100 prospects qu'on chargeait dans un système de prédictif, on arrivait à décrocher 80 bonjour. Maintenant, on est plutôt à 10, enfin, on descend est plutôt à 17, et la tendance maintenant va de plus en plus. Posé pour ce matin, c'était voilà, quelles sont nous les évolutions qu'on voit sur notre univers de la relation client. Ce n'est que notre vision à nous, donc j'espère, on verra si les confrères ont à peu près la même vision sur ces grandes évolutions, et on s'arrêtera un petit peu sur l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on observe, c'est une grande concentration qui a continué de se produire entre les acteurs, donc il y a moins d'acteurs, mais ils sont beaucoup plus gros, ils sont beaucoup plus internationaux. Ce qu'on constate également à travers la professionnalisation de nos métiers, c'est que nos métiers restent en croissance. Donc ça, c'est une information purement quantitative. Et en fait, il y a ça. 80% des communications aujourd'hui, des conversations entre les gens, donc B2C, C2C, si vous voulez, hein, d'accord, est démarré sur du digital aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'appelez plus votre mère, vous lui envoyez un SMS. Aujourd'hui, vous n'appelez plus votre meilleur copain pour dire j'ai trouvé un super italien au coin de la rue, vous lui envoyez un WhatsApp. Voire même vous partagez la localisation de l'affiche, etc. via WhatsApp. Bon. Et pourtant, quand je vais communiquer aujourd'hui avec des marques, il n'y a que 30% qui sont aujourd'hui disponibles en volume pour pouvoir communiquer avec des marques. Et encore, la plupart de ces 30% sont mal gérés. Alors, je ne regarde pas ici les prestataires dans la salle, je regarde vraiment les gens qui sont responsables de marque. D'accord ? Parce que les prestataires, quelque part, ils sont victimes de ce qu'on leur demande dans les cahiers des charges. Donc, ils essaient de faire au mieux avec ce qu'ils ont et les budgets qu'on leur alloue. Je pense que vous avez déjà compris maintenant que le budget communication, vous le mettez au niveau de la relation client et puis vous faites l'inverse. Et tout ira déjà relativement mieux dans la relation client. Je parle de donc ça, c'est la réalité. Alors, pourquoi c'est le cas? Mais en fait, parce qu'en fait, la plupart des marques que je connais, ils ont conçu en fait le système par silo. Ils ont fait la lasagne. On a d'abord eu un système qui faisait de la téléphonie, puis on a rajouté un petit truc qui faisait de l'email, puis on a fait un petit truc qui faisait du SMS et du chat, et rien n'est unifié. Donc on travaille par silo, différentes générations. Vous comprenez bien que j'ai investi 6 000 € la pause pour du Genesis, je ne peux pas le changer dès demain, je regarde un con vis-à-vis de mon DSI. Bon, excusez-moi, je suis en Belgique, donc je me permets un peu des écarts de langage, mais donc c'est souvent ça en fait, c'est souvent ça, c'est de l'historique. C'est en fait, voilà, c'est du... Une fois qu'on a vu ce paysage, on ne peut pas parler d'expérience client si on ne parle pas de Joe Pine. Joe Pine, c'est lui qui a quand même théorisé l'économie d'expérience avec Gilmore, et ils sont parus en 98 quand même dans la Business Harvard Review pour expliquer ce qu'était l'économie d'expérience. Et il l'expliquait sous 2 ans. Le premier qui a un schéma ici et qui explique que dans les pays occidentaux, on a 4 grandes phases de développement. Mais à chaque fois qu'on passe une phase, on arrive à un niveau de saturation qui est tel que on engendre une course à la part de marché. Et le seul levier de différenciation concurrentielle qui apparaît est... Comment est-ce qu'on structure finalement ces émotions, comment ça fonctionne? Il y a 4 dimensions qui sont complètement clés pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec une émotion. La première de ces dimensions, c'est l'état de la personne. À un moment donné, est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis rassasié? Et en fonction de cet état, qui est un état biologique, physiologique, tel ou tel élément qui m'arrive de l'extérieur, je vais avoir une réaction qui sera de rejet ou au contraire.